Bonjour Carlos Ghosn. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien sur Europe 1. Quelques jours après votre conférence de presse, nous avons plus de recul pour évoquer sur le fond, bien sûr, votre version, votre vérité, celle que vous défendez, ainsi que la suite désormais. Mais tout d'abord, vous avez affirmé ne pas avoir démissionné de Renault, parlant de forfaiture. Est-ce à dire, Carlos Ghosn, que vous considérez votre éviction comme irrégulière et donc contestable sur le plan judiciaire? Non, il ne s'agit pas d'éviction, puisque moi-même étant retenu au Japon par la force des choses, je ne pouvais pas laisser l'entreprise avec une gouvernance chaotique. Il fallait nommer un directeur général, il fallait quelqu'un qui reprenne quand même aussi la responsabilité des conseils d'administration. Donc j'avais écrit une lettre en disant que je me retirer de mes fonctions de façon à permettre à l'entreprise de rétablir sa gouvernance, mais évidemment ce retrait conserverait mes droits financiers. Alors, ceci a été traduit par une démission, ce qui n'était pas le cas. D'ailleurs, j'ai fait valoir mes droits à la retraite en France, qui a été accepté. Voilà, je ne parle pas de forfaiture, je parle de droits et je parle de récupérer des droits légitimes d'une personne qui a travaillé pour l'entreprise pour plus de 20 ans. Quelle est, à l'heure où l'on se parle, votre situation, votre statut donc chez Renault? Je ne le sais pas. Vous savez, la la communication avec Renault n'a pas été très fluide. Je pense que les seules personnes avec lesquelles j'ai un dialogue assez franc, ce sont les personnes qui ont quitté Renault. Je pense que les autres, pour des raisons diverses, ne communiquent pas avec moi. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Cependant, donc, j'ai une photographie très claire de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Et donc, en fonction de cela, je ferai valoir mes droits. Vous avez livré, Carlos Ghosn, votre vérité lors de la conférence de presse. La justice japonaise via Nissan maintient, quant à elle, sans surprise, ces accusations de malversation financière à votre encontre. Qui va trancher maintenant? Quelle justice de quel pays va et doit trancher? Écoutez, moi j'aurais bien souhaité que ceci soit tranché au Japon. Je pense que ça aurait été la façon la plus nette de traiter cette affaire. Malheureusement, je suis arrivé à la conclusion, au bout de 14 mois, moi je la qualifie de persécution, qu'il n'y avait aucun moyen que j'ai un jugement équilibré dans lequel les droits de la défense seraient préservés. Ce n'était pas que ma conviction, c'était aussi la conviction de mes avocats, puisque même après avoir quitté le Japon, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont dit, bien qu'ils aient des doutes sur l'équilibre du jugement, ils pensaient que j'allais être acquitté puisque j'avais un dossier très solide. Quelle justice doit trancher? N'importe laquelle, je dirais. N'importe laquelle, ouais, c'est-à-dire la justice, ça dépend celle qui vous des garantit, conditions. avez-vous dit, un procès équitable, la justice française? La justice française, la justice libanaise, la justice brésilienne, n'importe quel pays dans lequel les droits de la défense sont assurés. Moi, j'ai subi des interrogatoires avec les procureurs sans avocat. À n'importe quelle heure, ils vous convoquent, ils vous interrogent jusqu'à 8 heures, et puis n'ont cessé de me demander de faire une confection, parce qu'avec une confection, on arrêterait tout ça, quoi. Bon, ça rappelle les films que j'avais vus très désagréables, sur des régimes qui n'avaient rien de démocratique. Mais la vraie question n'est pas tant de savoir si vous avez fui dans une malle ou pas dans une malle. D'ailleurs, on va laisser, puisque vous parlez de films, les films d'action de côté, la question légitime, véritablement, est de savoir si vraiment vous vous inscrivez dans la démarche d'un procès et si vous vous soumettrez. Vous m'avez cité la justice libanaise, brésilienne, française. En France, il y a une procédure qui est ouverte à votre encontre. Nous ne sommes qu'au stade d'enquête préliminaire. Est-ce que s'il y a une convocation, vous vous y rendrez dans cette démarche de vérité que vous souhaitez, on imagine, pour laver votre honneur? Bien sûr, bien sûr. Les accusations ou les dossiers français, je les connais puisque mes avocats me les ont transmis. Je suis particulièrement serein quant à ces accusations. Moi, ce que je demande uniquement, c'est la transparence. Vous savez qu'elle sera garantie en France. Ah bon? Donc vous exigez, Carlos Ghosn, des conditions et des garanties de transparence, c'est une chose, et vous demandez aussi, et tout justiciable est en droit de le demander, des garanties aussi d'équité, c'est ce que je voulais dire aussi, la justice française vous le garantit, ça vous n'avez aucun doute là-dessus. Oui. Non mais madame, je vous pose une question. On lance une accusation à la presse sur la base
d'un audit qui n'est pas terminé. Vous pensez que ce sont des procédures normales? Vous pensez que c'est je ne sais pas moi, c'est une démarche quelque part élégante par rapport au patron d'une entreprise qui a quitté, à qui on a dénié tous les droits, la retraite, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche normale? Est-ce que ça vous paraît faire partie des procédures vous voyez, moi, je ne le pense pas. Ceci étant dit, quand on me parle de transparence, je me permets d'avoir des doutes, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas eu de transparence. La transparence aurait consisté, avant que l'audit soit terminé, à ce qu'on m'en parle, qu'on me dise, voilà, il y a un certain nombre de dépenses expliquées, quelles sont vos explications? Il y a des choses que j'aurais peut-être pas pu expliquer puisqu'elles ne sont pas de mon ressort. Je reste sur le terme de procédure que vous venez d'évoquer. Vous avez cité les noms de dirigeants de Nissan. Vous avez cité ces noms au monde entier via votre conférence de presse. La logique voudrait que vous portiez plainte contre ces personnes-là. Qui vous dit que je ne vais pas le faire? Vous allez le faire. Vous nous annoncez donc porter plainte pour fausses accusations contre ces personnes. Je ne vais pas vous annoncer toute ma stratégie. Je vous dis, je vais récupérer mes droits. Je vais récupérer mes droits. Et les personnes qui sont à la base de toute cette affaire devront à un moment rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et ça, je m'en assurerai. Ceci étant dit, écoutez, ça paraît évident sur un plan judiciaire. J'ai passé 14 mois, je ne pouvais même pas passer un coup de téléphone. Maintenant, j'ai depuis quelques jours, il faut me laisser un peu le temps de peaufiner ma stratégie avant de passer à l'action. Si on remonte les faits de ce que vous appelez un complot, Carlos Ghosn, à partir de quel moment la méfiance, je parle de méfiance des Japonais de Nissan, s'est transformée en défiance? Si vous deviez citer une action, un moment, c'est à partir de quel moment vous vous êtes dit il y a un basculement, une rupture? Non, je ne pense pas qu'il y ait une inflexion. Je pense que c'est une accumulation de faits qui ont entraîné ça. Nissan ne s'est pas senti trahi, lésé lorsque la décision des droits de vote double a été prise, décision de l'État français? Je ne pense pas. Je pense que ça a été le début de ce que j'appelle la période de méfiance. C'est le début. Il y a eu un moment. Mais bien sûr, mais évidemment. Et il y a beaucoup de témoins de cette période, puisque toutes les personnes qui étaient présents autour de la discussion sur l'accord suivant le vote de la loi Florange peuvent en témoigner. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué. Je pense que ça a été une succession de faits. Le deuxième étant le fait que j'avais dit clairement que le nouveau mandat de Renault que j'acceptais, puisque j'avais été renouvelé en juin 2018, était un mandat qui consistait à rendre l'alliance indétricotable. Voilà, c'est ça. Et ça, plus tout ce qui s'est passé avant, à mon avis, a été le facteur qui a décidé un certain nombre de Japonais. C'est pas que Nissan, parce qu'il y a aussi des gens à l'extérieur de Nissan qui ont contribué à cela. Vous dites d'ailleurs qu'il y a une collusion entre certains dirigeants de Nissan et la justice japonaise. C'est votre version? Il n'y a pas que d'ailleurs, puisque je mets en cause une partie de l'administration japonaise. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc vous savez, au Japon, vous savez, ils sont pas rapides. Les Japonais sont pas rapides. Bon, ils mettent beaucoup de temps à planifier. C'est sûr que vous avez été plus rapide qu'eux. Permettez-moi cette parenthèse. En fait, j'ai vécu au Japon 17-18 ans, ça ne fait pas partie de leur qualité. Ils ont d'autres qualités, ça ne fait pas partie. Donc, quand ils commencent à digérer quelque chose, ça prend beaucoup de temps, ils planifient longtemps, et puis après, quand ils agissent, ça va très vite. Mais ils ont mis beaucoup de temps à mûrir cela avant d'agir. Donc, il y a eu toute une phase, on est passé de la méfiance à la défiance, et selon vous, à l'organisation d'un complot. C'est votre vérité, Carlos Ghosn. Il nie en bloc tout cela. À la question suivante, peut-on mener des affaires aujourd'hui comme on le faisait il y a 5 ans, 10 ans? Question qui vous a été posée lors de la conférence de presse. Vous avez répondu spontanément non. Certains y ont vu une forme d'aveu. Est-ce à dire qu'il y a 5 ans, 10 ans, il y a eu des manquements, des failles, ou en tous les cas des choses que vous ne pourriez pas répéter aujourd'hui si vous étiez encore à la tête de l'Alliance? Oui, je pense que la faille, c'était qu'en 2016, quand j'ai quitté la direction générale de Nissan, j'aurais dû quitter tous mes postes à Nissan, et pas uniquement la direction générale. Je pense que le danger est venu de là. C'est-à-dire, où vous tenez le pouvoir au Japon, où il faut quitter. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Vous parlez beaucoup du Japon. On a aussi évoqué la France. Vous m'avez dit, Carlos Ghosn, que l'audit, a raison, vous le jugez vicié parce qu'il n'a pas été contradictoire. Je ne suis pas le seul. Vous demandez à n'importe... Non, vous pouvez vous renseigner auprès de n'importe quel professionnel. Mais j'en conclus donc que pour vous, vous vous méfiez aujourd'hui, à l'heure actuelle, de la justice française à trancher équitablement, à trancher sereinement. Je ne vois pas comment vous aboutissez à cette conclusion. Je vous dis, non, donc non, pas du tout. Moi, je n'ai aucun doute sur la justice française. Ce que je vous dis, c'est que l'audit qui a été fait
est un audit tronqué puisqu'il n'a pas eu le débat contradictoire. Dans n'importe quel audit, il y a un débat contradictoire. On va voir la personne et on dit, écoutez, voilà les données que l'on a, veuillez nous donner une explication. On va conclure. On a parlé du Japon, on a parlé de la France, on va aussi parler du Liban, où nous sommes, ici à Beyrouth. Vous avez de nombreux soutiens. Et puis, il y a aussi ce pays qui a changé. Carlos Ghosn, vous avez parlé du Japon. Le Liban a aussi changé. Il fait face aussi à des défis. Il y a une jeunesse qui a soif d'une lutte contre la corruption. Pour une partie de cette jeunesse, vous représentez une ancienne époque qu'ils ne veulent plus voir. C'est le cas? Que répondez-vous à cela? Moi, c'est pas mon problème, ça. Moi, je suis pas venu ici pour jouer un rôle politique. Il y a une réalité politique. D'accord, mais enfin, je ne suis pas un homme public au Liban, je suis un citoyen. Mais certains vous posent la question, est-ce que vous allez avoir un avenir politique? C'est un pays qui a changé. Je ne réponds pas à toutes les questions qu'on me pose, surtout quand je ne suis pas concerné. Je ne suis pas venu ici pour jouer un rôle politique. On va conclure, il y a l'avenir lointain, il y a l'avenir immédiat. Après cette offensive médiatique et de nombreuses interviews, vous allez aussi, j'allais dire, prosaïquement rentrer chez vous, à la maison, dans votre logement de fonction? Je vais rentrer chez moi, j'ai beaucoup de choses à faire d'ailleurs. Je continuerai à bien expliquer la situation. Je ne laisserai pas les mensonges continuer à être assénés. Je vois très clairement aujourd'hui, au bout de nombreux entretiens et de nombreuses informations qui m'ont été communiquées, tout le scénario qui a été joué, comment il a été joué, par qui il a été joué. Et je vais en parler très clairement. Ce n'est pas une question annexe, c'est dans un logement de fonction. Non, il n'y a pas de logement de fonction. Vous parlez de la maison que j'habite? Non, pas du tout. Il y a un litige sur cette maison et ce litige sera tranché par la justice libanaise. Sera tranché, donc il y a aussi un combat judiciaire qui est à venir. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions, Carlos Ghosn, sur Europe 1.